IDFM 98 de la bande FM. Un au-delà du miroir aujourd'hui qui va tous vous faire rêver. Je parie que vous y avez tous et toutes pensé, au moins une fois dans votre vie, que vous avez pensé à faire le chemin, le grand chemin, celui qui mène à Compostelle. On va en parler ce soir avec Ferdinand Soler. Il s'appelle Comme le soleil, mais ça s'écrit S-O-L-E-R. Il vient d'écrire, de rééditer un guide pratique remis à jour du chemin de Compostelle, des Pyrénées françaises à Santiago de Compostela, aux éditions d'Hervy, un livre à peu près comme un livre de poche, un tout petit peu plus haut, qui permet de se balader et de pas se perdre sur ce chemin de Compostelle. Bonsoir Ferdinand Soler. Bonsoir Joël, bonsoir à tous les auditeurs. Donc c'est génial, on a tous rêvé partir comme ça. Vous, c'est 18 fois, 17 fois? Oui, 18, ouais. 18, ouais. Tous les ans? Bah oui, oui, oui. Et toujours le même chemin? Non, j'alterne. Cette année, c'était le chemin aragonais. L'année dernière, c'était le chemin du Nord par la côte. Mais celui que je traite dans mon guide, c'est le chemin traditionnel, historique, intérieur, que l'on appelle le chemin français, le Camino Frances, voilà, en espagnol. Alors, on peut peut-être faire une historique de ce chemin de Compostelle. Pourquoi un chemin de Compostelle? Depuis quand? Eh bien, les gens se dirigent vers la tombe de l'apôtre Saint Jacques, un des 12 apôtres du Christ, qui était parti pour évangéliser la péninsule ibérique, et qui de retour en Terre Sainte a été martyrisé. C'est le premier apôtre martyr, et son corps, selon la tradition, a été porté par une barque par quelques-uns de ses disciples jusqu'aux côtes de Galice. Donc ça se situe géographiquement au nord du Portugal. Voilà, c'est des côtes vers le Cap Finistère, c'est des côtes très très houleuses. La mer est très forte par là. C'est un climat très particulier, très pluvieux, très celtique d'ailleurs. C'est pour ça que ça s'appelle le Finistère aussi. Et voilà, exactement, ça s'appelle pour ça. C'est granitique. Il y a beaucoup de similitudes avec la Bretagne. Et le corps a été enseveli, aurait été, parce qu'on est quand même sur une histoire qui remonte à plus de 2000 ans, donc on a peu de certitude. Plus de 2000 ans. 2000 ans, sans l'an 44 qu'il aurait été décapité par Hérode Agrippa, voilà, en l'an 43 ou 44. Les historiens se disputent la date. Voilà. Donc il a été décapité, sa tête c'est un peu comme celle de Saint-Denis qui s'est retrouvée à la basilique de Saint-Denis. Donc lui il s'est retrouvé arrivé par bateau sur cette côte. Voilà, et son corps enseveli et caché pendant plusieurs siècles aussi à la suite de nombreuses invasions barbares qui venaient d'un peu partout. Donc ils ont planqué le corps, il était perdu, il était oublié. Il y avait une tradition populaire qui le désignait à un endroit. Déjà, il y avait une église primitive qui avait été faite. Et au IXe siècle, on a retrouvé le corps présumé de l'apôtre Saint. IDFM 98 de la bande FM. Un au-delà du miroir aujourd'hui qui va tous vous faire rêver. Je parie que vous y avez tous et toutes pensé, au moins une fois dans votre vie, que vous avez pensé à faire le chemin, le grand chemin, celui qui mène à Compostelle. On va en parler ce soir avec Ferdinand Soler. Il s'appelle Comme le soleil, mais ça s'écrit S-O-L-E-R. Il vient d'écrire, de rééditer un guide pratique remis à jour du chemin de Compostelle, des Pyrénées françaises à Santiago de Compostela, aux éditions d'Hervy, un livre à peu près comme un livre de poche, un tout petit peu plus haut, qui permet de se balader et de pas se perdre sur ce chemin de Compostelle. Bonsoir Ferdinand Soler. Bonsoir Joël, bonsoir à tous les auditeurs. Donc c'est génial, on a tous rêvé partir comme ça. Vous, c'est 18 fois, 17 fois? Oui, 18, ouais. 18, ouais. Tous les ans? Bah oui, oui. Et toujours le même chemin? Non, j'alterne. Cette année, c'était le chemin aragonais. L'année dernière, c'était le chemin du Nord par la côte. Mais celui
Celui que je traite dans mon guide, c'est le chemin traditionnel historique intérieur que l'on appelle le chemin français, le Camino Frances, voilà, en espagnol. Alors, on peut peut-être faire une historique de ce chemin de Compostelle. Pourquoi un chemin de Compostelle? Depuis quand? Eh bien, les gens se dirigent vers la tombe de l'apôtre Saint Jacques, un des 12 apôtres du Christ, qui était parti pour évangéliser la péninsule ibérique et qui, de retour en Terre Sainte, a été martyrisé. C'est le premier apôtre martyr. Et son corps, selon la tradition, a été porté par une barque par quelques-uns de ses disciples jusqu'aux côtes de Galice. Donc ça se situe géographiquement au nord du Portugal. Voilà, c'est des côtes vers le Cap Finistère, c'est des côtes très très houleuses. La mer est très forte par là. C'est un climat très particulier, très pluvieux, très celtique d'ailleurs. C'est pour ça que ça s'appelle le Finistère aussi. Et voilà, exactement, ça s'appelle pour ça. C'est granitique. Il y a beaucoup de similitudes avec la Bretagne. Et le corps a été enseveli, aurait été, parce qu'on est quand même sur une histoire qui remonte à plus de 2000 ans. Donc on a peu de certitude. Plus de 2000 ans. 2000 ans, c'est en l'an 44 qu'il aurait été décapité par Hérode Agrippa, voilà, en l'an 43 ou 44. Les historiens se disputent la date. Voilà. Donc il a été décapité, sa tête c'est un peu comme celle de Saint-Denis qui s'est retrouvée à la basilique de Saint-Denis. Donc lui il s'est retrouvé arrivé par bateau sur cette côte. Voilà, et son corps enseveli et caché pendant plusieurs siècles aussi à la suite de nombreuses invasions barbares qui venaient d'un peu partout. Donc ils ont planqué le corps, il était perdu, il était oublié. Il y avait une tradition populaire qui le désignait à un endroit. Déjà, il y avait une église primitive qui avait été faite. Et au IXe siècle, on a retrouvé le corps présumé de l'apôtre Saint Jacques. Et à partir de ce moment-là, les pèlerins sont arrivés du monde entier. Donc il est où maintenant, son corps? Il est toujours à la cathédrale de Compostelle, donc de Santiago de Compostela. D'accord, donc on représente toujours avec une fameuse coquille, la coquille oui, du voilà, pèlerin, c'est la coquille du pèlerin, du voyageur, qui symbolisait, qui symbolisait Saint-Jacques, et le voyage aussi, puisqu'il y a la coquille Saint-Michel qui est un peu plus petite, qui a à peu près les mêmes symboles. Et le bâton, faut pas oublier. Et le bourdon. Le bourdon. Voilà, c'est le bourdon. Il y a un terme particulier. Pour désigner le bâton du pèlerin, c'est le bourdon. Voilà. Alors d'où ça vient, je ne sais pas. Avoir le bourdon, pourtant on dit que... Peut-être que les auditeurs nous apporteront la lumière. Selon certaines sources, ça pourrait venir d'un patois poitevin, du patois poitevin. Bourder, ça serait se reposer. Enfin, c'est ce que m'avait dit un curé du coin, du Poitou. Comment ça se fait que vous avez toujours envie de refaire ce chemin? Qu'est-ce que ça vous apporte au bout de la 18e ou 19e fois? Déjà une satisfaction intérieure. Dans mon cas, il s'agit d'une démarche spirituelle, religieuse. Donc ça permet de se purifier un peu l'âme. Je suis un pécheur. et puis le corps aussi, ça fait du bien de se mettre à fond une fois par an dans les montagnes, les plaines et tout ça, de voir des pays, des paysages. Alors j'ai fait plusieurs fois le même, évidemment, bien entendu. Ce qui fait que maintenant ce qui fait que j'ai pas mal d'amis aussi qui sont sur place, qui peuvent être des gens qui s'occupent de gîtes, de prêtres, de tenanciers de bars, enfin toutes sortes de... Voilà, c'est sympa. C'est une industrie qui marche. Hein. C'est une industrie qui marche très fort. Il y a eu un énorme essor au cours de ces 15-20 dernières années. C'est considérable.
On est passé de... Vous devez avoir... Oui, vous le marquez dans le livre, je Voilà, sais j'ai plus c'est. Alors, en 1987, il y avait 2905 pèlerins ou pèlerines, très très précisément, et en 2013... 2015, là, on a dépassé les 260 000. Ah oui, là, en 2013, vous étiez à 215 880. Voilà, là, on a 260 263 000, je crois. Mais comment vous les comptabilisez? Non, c'est pas moi, hein. C'est à la cathédrale de Compostelle. Il y a un compteur. Il y a un bureau. Il y a un bureau qui reçoit les pèlerins. Tous ne passent pas par là, mais on va dire 99%. Et c'est un endroit où en fait, vous faites le pèlerinage avec une sorte de passeport, de carnet, qui s'appelle la crédentiale, que vous faites tamponner dans les refuges, dans les paroisses, pour prouver que tamponner, daté, pour prouver que vous suivez de manière logique le chemin. Et arrivé à Compostelle, on vous donne une sorte de diplôme nombriliste qui atteste que vous avez fait cette démarche. Alors bon, après c'est selon les motivations, si elles sont religieuses ou autres. Donc cette crédentielle, on va la chercher où? Alors on peut la trouver auprès des paroisses, des confréries et des associations jacquaires. Voilà. Donc ceux qui sont à Paris vont la chercher où? Eh ben ils peuvent aller ou auprès de la confrérie Notre-Dame. se demander à l'archevêché. Voilà, il y a plusieurs ou aux associations. Voilà, il y a plusieurs possibilités. Est-ce que c'est comme un passeport? C'est toujours même ou la même crédentielle que vous avez? Il n'y a pas de photo, mais enfin non, j'en change à chaque fois. Et il en faut une nouvelle à chaque fois. Sinon, ça serait trop long. Déjà, j'en ai une. Il y a quelques années, j'ai fait mon plus grand chemin, c'était Rome-Saint-Jacques, et la crédentielle, elle fait, je sais pas, 3 mètres de long, un truc comme ça. D'accord, c'est comme un parchemin qui se roule. Ouais, ça se déplie comme un accordéon. Mais c'est sympa, il y a plein de couleurs différentes avec des tampons qui sont parfois très beaux, parfois très, très ordinaires. Bon, ça doit être sympa finalement. Oui, c'est pour ça que j'y retourne. Alors, on en parlait juste avant l'émission. Est-ce que c'est dangereux ce voyage? Est-ce qu'il y a des... Non, écoutez, si vous avez, si vous pouvez marcher correctement, il y a pas de raison. Faut être un peu, faut faire attention l'hiver, au passage des Pyrénées, par exemple. Voilà, il y a pas. Puis vous n'êtes pas à l'abri de vous faire renverser par une bagnole, hein, comme en région parisienne, si ce n'est que les chemins en général suivent rarement la route, sont assez bien isolés du trafic. Voilà. Il y a beaucoup qui le font en voiture aussi. Parce que la crédentielle, c'est bon. C'est bon à vélo, à pied, à vélo et à cheval. Et à cheval, pas en voiture. Non, en voiture, non. En revanche, sur le plan... Il y en a qui trichent. Oui, tant pis pour eux. Oui, on n'y peut rien. Hein. Ils passent à côté du plus beau. Voilà. En revanche, la personne qui, pour des raisons de santé ou autre, ne peut le faire autrement que en voiture, en avion, sur le plan religieux, reçoit les mêmes indulgences que si elle y allait à pied. Hein. Ah, parce qu'on reçoit des indulgences. Oui. Il faut les demander on est pardonné. Voilà, on est pardonné. Le but, c'est d'être pardonné. C'est d'alléger un petit peu la balance, si elle est un peu trop pesante. Le but, c'est pas de se décharger le long du chemin de tout ce qu'on n'a pas pu voir aussi. C'est un symbole aussi, tout ça. Oui, évidemment qu'on se vide l'esprit quand on se vide l'esprit, on se refait à neuf. Je trouve ça formidable de pouvoir repartir sur des bases saines et solides, d'avoir cette opportunité. Si on s'aperçoit au bout d'un certain temps qu'on n'a peut-être pas pris la bonne voie dans sa vie, qu'on n'a peut-être pas eu un comportement qui puisse nous satisfaire par rapport aux autres, j'en sais rien. C'est chouette de pouvoir repartir sur des bases saines. Je trouve. On dit qu'il faut partir de chez soi pour faire. Ouais, c'est mieux. Alors évidemment, tout le monde n'a pas le temps, surtout dans un monde
Parce que là, ça fait, aujourd'hui. ne serait-ce que ce que vous nous proposez là. Là, d'Anguin, ouais, c'est... Combien de temps il faudrait d'Anguin? Il faudrait à peu près 2 mois et demi, 3 mois plutôt, ouais, pour voir un peu large. Pour descendre? Pour y aller, ouais. Ça fait un peu... Et autant pour remonter? Ça... On n'est pas obligé de remonter. Non, 1h30 en avion. Mais est-ce que c'est pas mieux de revenir par le même chemin? Si, normalement, traditionnellement, les pèlerins revenaient à pied. Je l'ai fait une fois jusqu'aux Pyrénées. Donc ça fait... Pour donner une idée une échelle au niveau distance, quand vous traversez le col, les Pyrénées au col du Roncevaux, de Saint-Jean-Pied-de-Port à Roncevaux, dans le Pays Basque, il vous reste encore 781 kilomètres. Ça fait plus loin que pour aller à Lyon. Ouais, donc voilà. Donc c'est comme si on n'est pas arrivé. C'est pas parce qu'on arrive en Espagne qu'on est arrivé. En revanche, les infrastructures sont beaucoup plus développées. Et, voilà, c'est très organisé. Ouais. Par la France, il y a plusieurs chemins. Il y a aussi la côte. Il y a aussi. Voilà, il y a 4 chemins principaux. En fait, il y a 4 points de convergence qui sont d'anciens sanctuaires, qui sont des sanctuaires. Il y a donc Tours. C'est le nôtre, c'est celui de Paris. Chartres, non? Alors on y va pour aller à Tours, on y va ou par Chartres ou par Orléans. Les deux chemins sont historiques. Et mais c'est Tours, c'est le tombeau de Saint-Martin, le pilier de la partie occidentale des chemins occidentaux, c'est Tours. La Via Touronensis, on appelle ça. Ensuite, vous avez la voie de Vézelay. Vous partez de la basilique de Vézelay. Donc, alors oui, Tours. Alors, moi, je reviens un petit peu en arrière. Tours, donc par Chartres ou Poitiers, par Chartres ou Orléans. Ensuite, Châtellerault, Poitiers, la région bordelaise, Bordeaux. Voilà. On peut longer aussi la côte. On le fait un petit peu soi-même le chemin, mais il est balisé. Hein, il y a très peu de chances de se perdre. En France, un peu plus, mais en Espagne, c'est très bien balisé, c'est très bien organisé. C'est écrit en quelle langue? C'est juste des panneaux. Oui, vous avez un panneau. C'est souvent un panneau bleu avec une coquille ou une flèche jaune. Voilà, c'est une coquille avec une flèche. On se doute bien de l'endroit où ça mène. Alors dans votre livre, il y a toujours, quand vous démarrez d'un village, il y a toujours le chemin rapide ou le chemin plus long. Il y a des alternatives. Voilà. Bon, donc, ça c'est... Oui, il y a des alternatives, ça dépend. Ça dépend de l'état physique qu'on est, oui. Oui, et puis en fonction de ses envies. Des fois, on peut avoir envie de prendre un chemin alternatif plus tranquille, si on considère qu'il y a trop de monde sur l'autre. Ou je ne sais pas, visiter d'autres. En fonction des centres d'intérêt aussi, hein, voilà. Quand vous dites il y a trop de monde sur un chemin, il y a beaucoup de monde, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde. Ça veut dire quoi? Les gens le matin se dépêchent. Se dépêchent de partir pour arriver tôt, pour avoir les meilleures places. Ça c'est vraiment. Moi je trouve que c'est pas très chrétien comme démarche. Ouais. Après, les premiers arrivés sont les premiers servis. Oui, mais bon, non, c'est pas obligatoirement vrai d'ailleurs. C'est pas obligatoirement vrai dans le sens où on peut. Oui, m'est arrivé, j'ai fait beaucoup d'accueil. J'ai fait 18 mois de bénévolat à accueillir les pèlerins. Et il m'est arrivé d'ouvrir un hangar où je mettais les premiers pèlerins. Et ceux qui arrivaient plus tard, un peu plus fatigués, un peu plus ils avaient un dortoir. Vieux, ils avaient des petites chambres, des trucs comme ça. C'était voilà, bon, c'est une façon comme une autre de. C'est des chambres mixtes, comment ça se passe? De lutter contre. C'est des dortoirs mixtes, comment ça se passe? Oui, ça dépend des endroits. Oui. Généralement c'est mixte, oui. Chez certaines congrégations religieuses, ils font des chambres pour les hommes et des chambres pour les femmes. Voilà, mais et puis une autre pour les couples. Alors, c'est pas.
Il y a quelque chose qui m'a étonné dans votre livre. Au début, vous dites que dans les premières années, le chemin, au Moyen-Âge, beaucoup de pèlerins mouraient sur le chemin. Il leur fallait braver divers dangers tels que les brigands, les loups, les noyades, les empoisonnements et même les cannibales. Il y avait des cannibales. Il y a eu des cannibales. En Espagne. Non, même en France. Et en fait, il y a un pape qui avait même fait c'était pas une bulle, comment on appelait ça? Justement pour bien préciser que c'était des pèlerins. Fallait pas manger les gens. Manger les pèlerins. C'est pas bien. C'est pas bien. On est vraiment dans l'auberge rouge, là, vous voyez. C'est marrant, quoi. Enfin bon, heureusement, ça se fait plus. Hein. Heureusement, mais enfin, il y a des loups à deux pattes. Hein, mais c'était en quelle année ça? Parce que ça, c'était au 10e, 11e siècle, quand il y avait il y avait eu des grandes famines. Voilà, c'était à ces époques-là où c'était difficile. Hein. Mais il y a des cas un peu partout. Il y en a même eu à Paris. Voilà. Que les gens se mangeaient entre eux. Non, mais il y avait la pierre du boucher. Je sais pas si vous êtes au courant. Non. Il y avait un boucher, un boulanger. Près de Notre-Dame, il y avait toujours de la bonne viande. Oui, il y avait toujours de la bonne viande. En fait, il y avait des gens qui disparaissaient. Voilà. C'est à côté de Notre-Dame. Là. Mais je sais plus la date. Je crois que c'était 15e ou un truc comme ça. Mais enfin, avec beaucoup de prudence. Hein, je m'en voulez pas si je me trompe dans les dates. C'est pas très grave. Vous nous avez demandé d'écouter des chants de pèlerins avec des Le Dum Pater Familias, oui, il est issu du Codex Calixtinus. C'est le livre qui a été fait. C'est le livre qui a été écrit par le pape Calixte II, qui est conservé à la cathédrale de Compostelle, qui avait été volé il y a quelques années, retrouvé heureusement en bon état. Voilà, et on a retrouvé des partitions avec des chants d'époque. Donc on est au 12e. C'est très vieux. Pierre Soler, pour son livre... Oui, pourquoi je dis... C'est mon oncle. C'est votre oncle, Pierre. Mon défunt, on lui fait coucou, alors. Guide pratique du chemin de Saint-Jacques de Compostelle aux éditions d'Hervy. Est-ce que les gens chantent sur la route? Oui, ça arrive. Ouais. Ils chantent quoi? Alors, ou ce genre de chants, ou des chants de marche. Des chants de scouts? Des gens qui ont été scouts, qui se rappellent de leur... On peut chanter les kilomètres à pied qui usent les souliers aussi. Non, tout est faisable. On peut chanter n'importe quoi d'ailleurs, parce que quand vous êtes en montagne, il y a personne autour de vous. Ouais, vous dites qu'il y a plein de monde sur la route. C'est vrai. Mais enfin bon, si vous y allez là, pas tout le temps, heureusement. Mais quand vous avez pas de témoin, vous en fichez de connaître parfaitement les paroles ou pas, ou de chanter faux. Vous pouvez chanter à tue-tête sur les chemins, tout va bien. C'est un espace de liberté aussi. Alors, pour partir, il faut quand même, si possible, aller voir un médecin, faire quand même un examen médical succinct. C'est mieux, oui. Bon, on sait jamais, s'il y a vraiment quelque chose qui vous en empêche, mais enfin bon, c'est pas... Est-ce que vous vous souvenez de votre premier voyage? Ouais. Vous étiez tout seul? Oui. Je suis parti pas dans les meilleures conditions, c'était en février 96. Il faisait -9 le premier jour, -5, c'était le plus froid de l'année. Et ça a été difficile les premiers jours parce que il faut se mettre en route. J'étais très chargé, je savais pas comment on faisait, j'avais aucune indication d'ailleurs, il y avait pas de gîte. À l'époque, il y avait rien sur le chemin de Tours. Le premier gîte de pèlerin que j'ai trouvé, c'était dans le Pays Basque, vous voyez, et le premier pèlerin croisé, c'était à Saint-Jean-Pied-de-Port, donc juste avant la frontière. Et vraiment pas grand monde. Et c'était un souvenir formidable, ouais. Puis j'ai vu la nature se développer parce que je suis parti sous la neige, sous la glace. Et puis petit à petit, les champs, tout boueux, tout marron, tout gris. Et puis qui petit à petit verdissent, poussent, les coquelicots, tout ça. Enfin, Vous étiez parti de Paris à l'époque? J'étais parti de Paris, oui. Et vous avez mis combien? 5 mois? J'ai mis 76 jours. Hein. Voilà, ça fait oui, mais vous êtes un bon marcheur. Bon, c'était une moyenne de 25, je crois, par jour.
Ça veut dire 5 C'est une heures. moyenne de 25, oui, c'est ça, ouais, en gros, ouais. Et il y a des jours où vous ne partez pas du tout, vous faites une pause ou... Ça m'est arrivé de faire des jours de pause, mais en fait, on a l'impression d'avoir perdu des kilomètres. Je me souviens c'était pas ma première, j'avais pris 2 jours de repos, une vers les premiers jours. Non, j'en ai pris 3 en fait. Une à Tours, une à Poitiers, enfin dans la région Poitevine, et dans un monastère. Et puis une troisième fois, c'était au bord de la mer. J'avais opté pour le littoral. Et en fait, je me suis rendu compte que ma journée de repos, j'ai marché 20 bornes le long de la côte pour me reposer. J'avais pas de sac à dos, c'était vraiment les vacances, quoi. Oui, c'est ça. Donc le sac, vous dites ce qu'il faut mettre dans le sac, il faut pas mettre grand chose. Mais dès qu'on regarde tout ce qu'il faut y mettre quand même, ça doit peser lourd. Ça grimpe vite, oui. Parce qu'il faut en mettre des choses dans le sac, mine de rien. Il y a une belle liste, hein. Oui, les choses élémentaires. Après, on n'est pas non plus dans le Sahel. Vous pouvez trouver des boutiques, des magasins, si vous manque du matériel. Déjà, c'est d'avoir du bon matériel pour marcher. Il faut une paire de chaussures de rechange, non? Ouais, ou des sandales. C'est bien d'aérer les pieds quand vous déchaussez. Il faut vraiment aérer, quoi. Faut vraiment. Ça c'est important, hein, pour les soins des pieds. Hein, c'est vraiment primordial. Donc il y a les mollos les premiers jours, bien s'hydrater. Ça c'est très 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 important, de boire beaucoup d'eau. C'est lourd l'eau aussi après. Eh oui. Mais c'est indispensable. C'est indispensable parce que les muscles nécessitent beaucoup d'eau. Les tendons, tout ça, et si vous négligez ça, vous avez des problèmes, voilà. Avec vos pieds, avec vos tendons, et une tendinite, vous pouvez plus poser le pied par terre, vous rentrez à la maison, hein, et ça peut vous prendre au bout de 3 mois de marche. C'est pas, Est-ce qu'il faut être assuré, avoir une assurance pour qu'on nous rapatrie justement? C'est pas nécessaire. Déjà, enfin, on en a presque tous une sur sa carte bleue, qui est quand même bien utile d'ailleurs. Hein, De toute façon, il faut sur vous votre carte d'identité, votre crédential du pèlerin, carte bancaire internationale, carte européenne d'assurance maladie. Alors oui, c'est pratique ça, la carte européenne d'assurance maladie, normalement. C'est pas la même, c'est pas la verte. C'est pas la verte, hein, c'est un truc qu'on demande à son centre de sécu. Même par internet, on peut le faire. Et vous recevez ça dans les 15 jours. C'est valable 2 ans. Et si vous avez un pépin, vous êtes pris totalement en charge. Donc ça, c'est bon à savoir. C'est vachement bien. Enfin, le mieux, c'est quand ça sert pas. Mais quand c'est valable où, uniquement en Europe ou... C'est valable uniquement en Europe, ouais. D'accord. Ouais. Et votre ordonnance en cas de traitement médical, ça c'est aussi important. Si vous perdez vos médicaments, si vous avez un traitement, quoi, voilà. Qu'on puisse vous donner l'équivalent en Espagne de ce que vous prenez en France. Pourquoi un tube de colle rapide ultra forte? Parce que oui, il y a des choses comme ça pèse pas lourd, mais quand même. Non, ça pèse rien, ça. Mais on est bien content d'avoir ça quand on a, une semelle qui se décolle. Qui se décolle, quand on a un truc dans le sac à dos qui se décolle aussi, enfin qui se découd. On peut le faire tenir, on peut faire tenir le sac ou les chaussures pendant parfois plusieurs jours comme ça. Donc ça permet d'arriver dans un endroit où vous pouvez vous équiper, vous changer votre matériel ou vous le réparer. Il y a beaucoup de choses à prendre, hein. Il y a même un chapelet et les saintes écritures, ça c'est pour c'est facultatif évidemment, ça c'est en fonction de ses motivations. Un petit caillou de chez vous à jeter au pied de la Cruz de Ferro, voire page 133. Alors, un petit caillou, vous le ramassez, en partant de chez vous. Et puis vous l'amenez au point culminant. Alors le point culminant du chemin de Saint-Jacques, il est pas du tout dans les Pyrénées. Il est à 220 km avant d'arriver. Donc c'est les montagnes de Léon. On peut pas les éviter. Non, mais c'est vachement joli, ça serait dommage. Ça monte quand même. Oui, c'est pas tellement en fait. C'est-à-dire on monte progressivement. Okay. C'est pas très très dur. L'ascension des Pyrénées est plus rude. Là, c'est très progressif.
Ça descend fort en revanche. Ouais. Et donc dans les descentes là, il faut faire attention aussi parce que c'est dans les descentes qu'on casse. Hein. Et alors pourquoi il faut mettre ça Eh bien alors le caillou, eh bien vous le posez là, c'est un ancien cairn. On le pose, on le jette pas. Si vous le jetez, vous le jetez. Il y a une sorte de grand monticule de pierre qui est d'origine romaine, dit-on, et qui a été christianisé par l'ermite Gosselmo, donc je crois au XIIe siècle si je ne m'abuse, et en fait cette pierre symbolise déjà c'est la terre de chez vous, c'est la terre de chez vous que vous apportez dans ce lieu où des tas des centaines de milliers de pèlerins ont jeté un caillou. ont jeté un caillou de chez eux. Alors il y en a qui viennent du monde entier. Il y a des pèlerins. Alors ils sont pas venus à pied, les Coréens, les Japonais, les Américains, mais ils rapportent souvent une petite pierre de chez eux. Ouais. Voilà. Donc c'est à mettre dans votre sac, hein. Ouais. Bon, pas un parpaing, hein, une petite pierre, tout petit caillou, c'est un symbole. Hein. Après, si vous considérez que vous avez lourd sur la conscience à expier, là, vous pouvez prendre un pavé, ouais, si vous voulez. Non, ça fait lourd. Mais ça fait mal. Il faut se le porter jusqu'à là-bas. Ça fait mal. Ça fait mal. Il faut aussi prendre un sifflet. Ça, c'est pour prévenir en cas de problème. Oui, c'est en cas de pépin, mais enfin bon, logiquement, ça n'arrive pas. Oui, moi, ça m'a servi plusieurs fois. Quelqu'un qui a oublié quelque chose, au lieu de lui courir après pendant 5 minutes, un coup de sifflet, il s'en rend compte, on lui un gant ou une écharpe ou une casquette, et puis il revient la chercher, quoi. Voilà. Et le budget minimum 15 à 20 euros par jour. Ouais, je pense que c'est bien. Ouais. Après, on peut faire moins, on peut faire plus. Ça, c'est en fonction de soi. Il y a le prix de l'hébergement, le gîte. Et la nourriture. Bon, on a vite fait en fait, parce que c'est vrai que le matin on a envie aussi de boire un café. Le soir, on a peut-être envie de se prendre une bière si on veut. Voilà. Parfois un petit resto. C'est agréable de s'offrir ça, c'est-à-dire de se mettre plutôt que de faire les courses debout, la cuisine debout, la vaisselle debout. De manger au lance-pierre, là, de se mettre en Espagne, il y a des petits restos pas très chers pour 10 euros. Vous mettez les pieds sous la table et puis et le midi, vous mangez pas trop. Vous un bon gueuleton avec la bouteille de vin et vous êtes très content et vous rentrez, vous avez plus mal nulle part. Le soir, parce que le midi, faut peut-être pas trop le faire midi, ça. ça casse. Le midi, ça casse les pattes. Ouais. Et les auberges, on donne des fois ce qu'on veut. Alors il y a plusieurs types. Il y a 2 grandes familles de refuges, d'auberges. Il y a celles qui marchent au don. C'est celles pour lesquelles j'ai travaillé bénévolement très longtemps. C'est-à-dire que en fait, ça ne fonctionne uniquement que par les dons des pèlerins. Donc ils laissent ce qu'ils veulent, ce qu'ils peuvent. C'est très difficile parce que il y a quand même des frais. Les draps sont fournis? Non, pas parfois. Parfois il y a une sorte de drap, vous savez, des draps jetables. Mais logiquement, le pèlerin, il devrait avoir son sac de couchage. Oui, il a pas besoin de ça. Voilà, son sac de couchage, son sac à viande. Oui. Logiquement, il devrait pas avoir à... Parce que vous dites qu'il faut se méfier des poux, je ne sais quoi, des punaises. Les punaises de lit, ouais. Depuis quelques années, il y a quelques punaises de lit, mais enfin, il y en a partout. Si vous allez à New York, c'est infesté de punaises de lit. Ah bon? Voilà. C'est le plus vieil ami de l'homme, hein. C'est pas le chien, c'est la punaise. On l'a retrouvé dans les grottes, préhistoriques. C'est vraiment une bestiole qui suit l'homme depuis très longtemps. Le tout, c'est de pas la ramener chez soi. Eh ouais, voilà, c'est ça. Parce que ça a été éradiqué dans les années 50 grâce au DDT, mais comme le DDT est interdit, donc on peut plus les tuer, mais si, il y a encore des insecticides pour mais c'est très difficile. Et ça coûte un bras, hein, c'est très très cher. Avant, quand il y avait des sommiers métalliques, ils brûlaient les sommiers, ils mettaient ils les brûlaient. Il les brûlait. On va repartir avec le codex Calixtinus, pater familial.
Ferdinand Soler. Oui. J'ai bien dit. Parfait. Quel est l'endroit, quel est vraiment l'endroit que vous préférez dans votre parcours sur ce chemin de Compostelle? L'arrivée, le départ. J'en ai plusieurs. Ouais. J'en ai plusieurs. Le départ, c'est jamais le même. L'arrivée, c'est toujours la même pour moi parce que je me suis canalisé sur ce pèlerinage qui m'enchante. Voilà. Et il y a plusieurs endroits. Les Pyrénées, plutôt des paysages de montagne. Mais il y a aussi certaines parties qui sont souvent redoutées et un peu délaissées, qui moi me plaisent beaucoup. Toutes ces plateaux que l'on traverse en Castille, qui sont plats jusqu'à l'infini. Je trouve ça fait une notion d'infini, de chemin interminable. Et là, je trouve notre esprit s'élève. C'est un moment propice justement parce qu'on n'est pas tellement dans l'effort, on est dans une sorte d'automatisme de marche. Et en fait, c'est propice à l'élévation, on s'évade dans sa tête, on peut même dormir en marchant. Ça arrive de dormir en marchant? Bah oui, j'ai expérimenté ça, c'est marrant. Enfin marrant, c'est vous êtes pas perdu? Non, mais la première fois, je me souviens très bien, c'était justement sur ce genre de paysage très très plat justement, et j'étais complètement perdu d'un seul coup, vide, je dormais réellement en marchant, et j'ai été réveillé parce que j'ai contourné une grosse pierre qu'il y avait au milieu du chemin, et ça m'a réveillé, c'est-à-dire que donc il y a une partie de vous qui voyait la route quand même. Oui, j'avais les yeux ouverts, ouais. Les yeux ouverts, j'étais en somnambule. Alors quand on arrive à... Si ce n'est que c'est pas dormir qui m'a fait marcher, mais c'est marcher qui m'a fait dormir. Quand on arrive à Santiago de Compostelle, comment ça se passe? Alors, on se dit, je suis arrivé, c'est bravo, il doit y avoir un monde fou, non? On peut être triste. Pourquoi? Parce que c'est une aventure qui s'arrête. Non, parce que vous proposez d'aller jusqu'à Padron ou jusqu'à Muxia ou Cap Finistère, on peut aller plus loin. Oui, c'est une sorte de digestif, en fait. Le repas a été pris, quoi. Mais pour ceux qui s'arrêtent à Compostelle, alors, ils peuvent être tristes parce que c'est fini et qu'il faut rentrer. Mais de toute façon, même l'autre, c'est quoi? Padron, c'est une journée. Et pourquoi Padron? Pourquoi vous avez 3 jours. Cap Finistère, parce que c'est là qu'il est arrivé, je présume, en bateau, non? Non, c'est justement à Padron qu'il est arrivé. Ah bon? C'est justement à Padron, au fond ce qu'on appelle une ria, c'est un bras de mer qui rentre. Sur la tradition, il serait arrivé là, oui. Mais Finistère, parce que c'est la pointe, c'est la fin des terres, c'est la pointe occidentale. Finistère. Voilà, puis c'est joli. Il y a moins de monde déjà sur ce chemin-là. Ah oui, mais puis c'est joli, quoi, s'il fait beau. Et mais de soleil, Muxia, c'est pareil, il y a un sanctuaire à la Virgen de la Barca, et c'est au bord de la mer. Alors c'est vrai que quand on est allongé, quand on arrive par le chemin intérieur, donc Camino Frances, celui que je décris, on n'a pas vu la mer. On n'a pas vu, même quand on est. Bon, j'avais fait un détour parce que moi j'aime beaucoup l'océan. J'avais fait un crochet pour longer un peu la mer. Mais sinon, logiquement, on ne la voit pas. Donc, en partant de Paris, c'est un plaisir de voir cette immensité d'eau, quoi. Et puis souvent en plus déchaînée, parce que on peut pas se baigner. C'est pas une mer très très difficile. On peut pas se baigner, si. On peut se baigner, mais il faut être très prudent. Parce qu'il y a des courants, je dis, c'est redouté par tous les navigateurs. Hein. C'est un endroit où les bateaux. Donc il n'y a pas de belles plages de sable. Il y en a, si, justement. Faut encore marcher. marcher. Il y en a 2 belles, sympas. Voilà, non, ça fait du bien. Hein. Mais bon, le chemin s'arrête normalement à la cathédrale, à la tombe de l'apôtre, à Saint-Jacques. Et qu'est-ce qu'on fait? Donc là, on reste quelques jours quand même. Qu'est-ce qui se passe pour montrer... Chacun fait comme il peut, comme il veut, il y en a qui ont réservé leur billet d'avion à l'avance pour avoir moins cher, évidemment.
Donc ils attendent leur retour. D'autres qui rentrent à pied, il y en a très très peu, mais il y en a quand même. Il n'y a pas des trains aussi? Il y a des trains, il y a des cars, voilà, il y a à peu près certaines personnes, il y a la famille qui vient les chercher en voiture des fois pour comme ça ils refont le chemin inverse pour leur raconter leur pèlerinage. Voilà, leur voyage, les bons souvenirs, les endroits où ils ont envie de revenir, de faire partager, parce que c'est aussi une démarche qui est souvent personnelle. Et donc dans cette cathédrale, c'est une cathédrale. Ouais. Et il y a beaucoup de monde, ça fait un peu comme à Lourdes, c'est bourré c'est différent. Déjà c'est très ancien, Lourdes, c'est récent. Lourdes, c'est récent. Lourdes, c'est très récent. Ouais. Là on est sur un vieux sanctuaire en granit, très imposant, très austère aussi. Et à la fois une façade plateresque absolument qui ressemble à un grand gâteau à la crème et qui s'en impose. Hein. Moi, en général, j'arrive avec j'ai les larmes aux yeux. Hein. Je suis content. Je suis content d'y être à nouveau. Et donc il y a des messes un peu toute la journée, non? Oui, il y a des messes. C'est à midi. La messe du pèlerin est à midi. Et pour les pèlerins qui sont, alors il y a un truc épatant qu'ils font depuis une dizaine d'années. Les pèlerins qui le désirent le soir, je crois c'est à 20h. Vous vous renseignez au bureau des pèlerins là où on récupère la Compostela, c'est-à-dire le diplôme qu'on vous donne à la fin de votre pèlerinage. Vous demandez, il y a des vigiles du soir, et là vous avez la cathédrale pour vous. Hein. C'est épatant, il y a personne. On vous fait une visite guidée. Parce que vous venez d'arriver. Voilà, et avec la crédentiale. Donc vous avez une sorte de passe-droit. Et c'est épatant. C'est des moments tranquilles et après on est content, on sort, il fait nuit. Ça vit tard, on va grignoter un truc dans les petites rues de Saint. Ils doivent vivre assez tard aussi, comme les Espagnols. Bah non? oui, d'ailleurs on est en Espagne. Hein, oui. C'est le Portugal, non? Non, c'est au-dessus du Portugal. C'est l'Espagne. Hein, c'est encore l'Espagne. Ouais, c'est l'Espagne. Ouais. D'accord. Même si la langue est très proche, c'est la Galice. C'est la Galice, et c'est une langue c'est l'ancêtre du portugais, donc il y a des similitudes au niveau dans les noms de villes, de villages. Vous pouvez avoir des articles qui peuvent paraître portugais. Non, c'est galicien. Est-ce qu'il est conseillé de parler l'espagnol pour aller là-bas, ou on se fait très bien comprendre? On se fait très bien comprendre. L'espagnol, bon, c'est bien de le parler déjà pour savoir s'exprimer un petit peu. C'est pas très difficile à parler l'espagnol très très bien. C'est très difficile, mais le baragouiner comme ça, c'est pas sorcier. C'est une langue latine qui est assez amusante, je trouve, à apprendre. Mais sinon, justement, compte tenu de l'essor que ça a pris, on peut apprendre aussi. Des gens parlent anglais. Ouais, voilà, je pense qu'on va parler aussi beaucoup certains parlent français. Il y a des Hollandais, beaucoup. En anglais, oui. Des Hollandais. Des Hollandais, il y en a, oui, des Hollandais. Les Hollandais parlent anglais en général. Je parle pas flamand, je parle pas néerlandais. Donc le maximum de pèlerins, c'est quand même des Européens, on est d'accord? Oui, Italiens, Allemands, mais par exemple, énormément de Coréens. Depuis une dizaine d'années. Ils arrivent en groupe? Ou ils le font tout seuls? Non. Parfois seuls, et ils se regroupent parce que en fait, ils sont vachement loin de leur culture. Et donc ça les rassure un petit peu de se retrouver un peu ensemble, d'aller s'ils voient une boutique chinoise ou un truc comme ça, d'acheter des produits qui connaissent. Bah oui, qui connaissent, parce que les frites, on ferait pareil nous, hein, si on arrivait. Les frites et le filet de bœuf ou de porc, ils savent, c'est pas
c'est pas dans leur culture, voilà. Donc ils se retrouvent souvent ensemble, mais bizarrement, je me suis rendu compte que les Coréens se faisaient bien bouffer par les punaises, on en parlait. Ah bon? Ouais, vous mettez à côté. Peut-être qu'ils les ont amenés alors. Je sais pas. Non, je pense non, pas. Je rigole. Mais ils ont, les punaises, elles s'attaquent plus, je sais pas, ils ont la peau plus tendre. Ouais, ils ont peut-être la peau plus douce. Ouais, les Coréennes surtout. Les Coréennes. Ouais, vous mettez à côté d'une Coréenne et c'est bon, vous êtes tranquille. Elle se fait dévorer, et puis pas vous. Et les moustiques alors? Est-ce qu'il y a des moustiques? Oui, ça peut arriver, oui, parce qu'il y a des lacs, il y a des rivières, hein, donc il y a des moustiques. Oui. Bon, enfin, ça va, on n'est pas en terrain hostile, il y a pas. Et les coups de soleil, il faut s'en méfier. Les coups de soleil aussi, oui, crème, chapeau. Crème, chapeau. Donc 5 heures de route par jour à peu près. Bien s'hydrater. 5 heures de marche par jour. Oui, c'est bien, ouais. Ça fait pas, il reste du temps après pour rien faire. Voilà. Alors vous pouvez aussi faire moi j'aime bien faire une longue pause à midi. Voilà. Faire la sieste. Voilà, je marche 3 heures le matin, et puis il me reste 2 l'après-midi, par exemple. Voilà, je me déchausse, les doigts de pied en éventail, au bord d'une rivière, voilà, ou dans dans un endroit joli. Hein, j'ai la chance de bien connaître le chemin, donc je prévois mes pauses en fonction de l'endroit. Moi, j'ai une amie qui a fait le parcours plusieurs fois à plusieurs filles, hein, et elle dit qu'au bout d'un moment, il pouvait plus se supporter, donc c'est bien d'être seul aussi. Ah, moi, je préfère être seul. Hein. Quitte à se retrouver un peu plus loin. Oui. Oui, c'est comme sur un bateau. Hein. Encore là, sur le chemin, vous pouvez justement vous échapper. Mais il y a des groupes, mais des groupes qui se chamaillent, quoi. Hein, voilà. Enfin, la dernière pause musicale, toujours avec le même. Au-delà du miroir avec Ferdinand Soler, guide pratique du chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Est-ce qu'il y a vraiment on pourrait dire des bigots, des choses un peu bizarres sur le chemin qui se pratiquent, je ne sais pas. Oui, mais déjà il y a les pèlerins. Les pèlerins sont souvent des gens qui se cherchent. Ils se cherchent. À la différence des d'autres chemins de grande randonnée, celui-ci a une dimension spirituelle et des gens qui ne sont pas obligatoirement religieux, hein, d'ailleurs, qui ils cherchent quelque chose, ils ont des interrogations sur leur vie, sur la vie, sur l'existence d'un éventuel au-delà. Je sais pas, ce sont des gens qui cherchent. Alors parmi les gens qui cherchent, il y a aussi pas mal d'allumés, c'est clair. Mais voilà, donc non, il y a des gîtes paroissiaux, un certain nombre de gîtes paroissiaux où il y a une petite prière, mais tout ça c'est facultatif évidemment. Hein, personne n'est obligé d'assister aux offices mais enfin ça peut réchauffer le cœur. Moyenne d'âge? Les plus jeunes que vous avez vus, c'était des enfants qui accompagnaient les parents? Oui, en poussette. En poussette? Même en... Oui, dans le dos. En très bas âge. Dans le dos, ouais. Et les plus vieux, j'en ai vu un de 93 ans. C'était pas son premier voyage? Si. Et vous dites qu'il y en a qui sont partis mourir en faisant le chemin, parce que finalement... vous avez 93 ans, vous dites mourir là ou ailleurs, ma foi... Ouais, hein, c'est pas trop pratique pour rapatrier. Non, c'est pas non, c'est vrai. Mais bon, on pense pas spécialement à ça, quoi. C'était peut-être son rêve de jeunesse. 93 ans, non, mais il est pas mort. Hein. Il est pas mort. Enfin, peut-être depuis, parce qu'évidemment, ça fait... Mais 93 ans, ouais, il était avec ses enfants et ses petits-enfants. Ah, il n'était pas tout seul. Non, il était pas tout seul. Il y a 3 ans, j'en ai vu un. Il y a un peu plus de 4 ans. 85 ans, il avait fait seul. Là. Et lui, c'était pas son premier. Hein. Ouais, c'est ça, il faut déjà avoir un peu de... Mais 85 ans, ça commence... il marchait comme un vieillard en faisant des petits pas, mais il arrivait. Ouais. Voilà. Mais il y en a qui marchent bien encore à 85 ans. Temps. Il y en a qui marchent encore bien, mais bon, il n'y a pas que les pieds, il y a les crampes aussi. Ah oui, le dos, il y a plein de trucs. Hein.
Le dos Les avec le crampes, sac. bon, si vous alimentez bien et si vous buvez bien, il n'y a pas de raison que vous en ayez. Voilà. Pour les courbatures, ouais, les premiers jours, mais ça doit passer vite. Mais il faut boire énormément d'eau, j'insiste beaucoup là-dessus. C'est-à-dire 3 litres par jour? S'il fait 30 degrés, 3 litres par jour au repos, sans marcher. Et en marchant, vous grimpez à 5-6 litres. Et ça vous fait que 5 kilos de plus à porter. Oui, vous avez des fontaines dans les villages. Mm. J'ai Elle est potable. répertorié toutes les fontaines du chemin. Ça permet justement de ne pas... Vous avez changer. répertorié beaucoup de choses, hein, donc la façon de quitter, d'arriver dans un village, la façon il y a beaucoup de choses dans ce livre. Hein, j'essaye de faire en sorte que même d'éviter l'horaire les des mauvaises messes. surprises et d'éviter les mauvaises surprises et Parce que certains sont fermés à d'éviter qu'on passe à côté de centres d'intérêt. Voilà. Mm. Parce que mon premier chemin, par exemple, j'étais passé à côté de tas de choses Vous n'aviez pas vu. sans le savoir. Et c'est en lisant par la suite que, heureusement, j'ai eu l'occasion de le faire 2, 3, 4, 5, etc. Et d'y retourner, donc. Oui, puis il y a des gîtes qui sont pas ouverts toute l'année. Voilà. Il y a le nombre de places dans le gîte. Il y a même, vous dites, la carte GPS et une autre carte aussi. Je sais pas très bien. J'ai fait. EGNOS, c'est quoi EGNOS? J'ai fait tout le chemin avec le GPS au moment où c'est sorti. Et EGNOS, ça veut dire quoi? C'était le machin de mon premier GPS justement. C'est un autre, mais je sais pas si ça marche toujours. Ça, je sais pas trop. Voilà, EGNOS, j'ai jamais eu de réponse précise, mais c'était marqué sur. Il y a sur même la les notice. prières dans votre livre. Le Je vous salue Marie, le Je crois en Dieu, le Notre Père, le Salve Voilà. Regina et le Pater Noster. Si on a envie de le Salve Regina, il est d'usage de le chanter à Compostelle à l'issue de la messe. Parce que vous avez, à la messe, à Saint-Jacques, quand vous arrivez, vous avez la messe du pèlerin, vous avez parfois, c'est pas tous les jours, c'est une offrande, le Botafumero. Le Botafumero, c'est un encensoir géant, qui est balancé dans Sur la les- nef. Sur les pèlerins? Ça doit être pas dessus, au-dessus. Oui, enfin au-dessus. Et c'est très impressionnant. C'est très impressionnant. C'est sur un levier, ça prend une vitesse incroyable, ça monte très très haut. Faut pas que ça se décroche. Et oui, c'était pour purifier l'air parce que imaginez, maintenant on a des douches partout, mais au Moyen Âge où Ça devait puer par la quand les suite, gens arrivaient. à la cathédrale quand il y avait des célébrités, des célébrations importantes, ça devait pas sentir la rose, c'est clair. Donc ça devait faire du bien de mettre le Botafumero. Voilà. Et donc ça se fait toujours. ouais, ça se fait toujours. Ouais. Et donc le Salve Regina, qui est un chant, on le chante aussi à Notre-Dame de Roncevaux. Et c'est un chant qui aurait été composé au IXe siècle à Saint-Jacques, justement. Voilà. Et quel est le souvenir le plus cocasse? J'en sais rien. Vous savez pas? Un souvenir cocasse. J'en ai des milliers, quoi. Tous les jours, il y a plein de souvenirs formidables. Il y a plein de souvenirs. Si on s'émerveille un peu de tout, hein. On s'émerveille de la nature. Moi, je suis un citadin, je vis à Paris. Et le restant du temps, donc vous restez chez vous, vous écrivez des livres. Je m'enferme dans le noir et puis j'écris des livres sur mon écran. Mais voilà, donc. Donc cette année, vous y repartez, toujours par. Voilà, je vais. Par Saint-Jean-Pied-de-Port. Oui. Je pense Vézelay, vous n'avez pas envie de le faire? Pas cette année, non. Mais il faut que je lutte contre une hernie discale, là, donc c'est pas gagné. Ouais. Et c'est pas lié au chemin. C'est pas lié à la On marche. marche des dizaines de milliers de bornes avec un gros sac à dos. Ça doit pas avoir une. Ouais, il y a peut-être une conséquence, ouais, mais bon, c'est aussi, je sais pas, le rugby, des activités que j'ai faites, quoi. J'ai pris un peu trop de gamelles et puis voilà, on paye l'addition. C'est l'édition numéro 3 au moins, non? 5e édition. Ouais, voilà. Et donc dans les anciennes éditions, c'est des endroits qui ont disparu. Il y a moins de. Il y a plus d'arrêts maintenant. Il y a plus de gîtes.
Je crois qu'on arrive à 300, là, un truc comme ça, alors que quand j'ai commencé, il y en avait 60. Hein, oui, donc c'était pas... Ouais. Ça s'est beaucoup étoffé. Et puis, voilà, puis j'ai rajouté... j'ai mis... dans chaque hameau, village, j'ai mis donc les distances très précises, l'altitude, les magasins d'alimentation, les fontaines, les bars, les distributeurs d'argent, les pharmacies, les zones de bivouac sauvage. Donc pas vu, pas pris, c'est pas toujours autorisé. On n'a pas toujours le droit. Non, mais enfin bon, si vous êtes coincé dans la montagne, ouais, vous pouvez pas faire autrement. C'est un cas d'urgence, ou aussi d'ailleurs pour plaisir. Moi j'aime bien dormir dans la nature. Bien, ouais, ça peut, on se sent, ouais, bon, on fait l'impasse. Parfois on peut passer devant un gîte avant, négocier une douche vite fait et puis dormir au bord au bord d'une rivière, en montagne, dans un petit ou dans une chapelle ou un truc comme ça. Moi, j'aime bien. Ouais. Il y a des endroits très beaux où on dort très très bien. Donc vous organisez pas des randonnées à plusieurs Non, en revanche, j'organise tous les mois, tous les derniers vendredis du mois, j'organise un pot de pèlerins à Paris, pour ceux que ça intéresse. Il faut déjà avoir été pèlerin. Non, il y a eu futur. Et c'est quand, c'est où? Alors, c'est tous les derniers vendredis du mois, donc c'est vendredi prochain, là, 29. Donc c'est à partir de 19h, et c'est dans un bar qui s'appelle Le Petit Cluny, et c'est 19 boulevard Saint-Michel, métro Saint-Michel à Paris, dans 5e, voilà. C'est à quelle heure, 19h? À partir de 19h. Moi, j'arrive souvent vers 19h, Le Petit Cluny. Voilà. 19 boulevard Saint-Michel. Voilà. Il y a beaucoup de 19, là. Oui, il y a beaucoup de 19. Ouais. Et donc, ça doit être que des anciens pèlerins qui se racontent leurs histoires de pèlerins. Il y a ça, et puis des gens qui ont envie de le faire. souhaitent le voir. Bon, moi, j'ai mon point de vue, évidemment, comme c'est le mien. Je suis convaincu que c'est le meilleur, mais bon, c'est bien d'avoir d'autres des opinions et des points de vue différents par rapport au chemin, et c'est justement, ça leur permet d'avoir, il y a des pèlerins chevronnés qui viennent, des nouveaux, des gens qui viennent de rentrer du chemin, des gens d'autres qui vont repartir. Ouais, puis ça peut être drôle. Voilà, donc chaque dernier vendredi du mois, sauf quand vous n'êtes pas là, vous. Enfin, si, il y a peut-être toujours du monde. Ça marche quand même. Ouais. Ça marche quand même. C'est un truc. Ça fait depuis 2004, j'organise ça. Ouais. Puis c'est informel. Hein, c'est hors associatif. C'est pas associatif, c'est hors association. C'est totalement libre. Les gens viennent, ça leur plaît. Ou pas d'ailleurs, mais ouais, souvent ils reviennent quand même. Ferdinand Soler, SOLER, guide pratique du chemin de Compostelle, aux éditions d'Hervy. J'espère que cette émission vous a fait rêver et vous a donné l'envie d'y aller. Moi, j'ai toujours rêvé de partir. Je le ferai sûrement un jour. Merci Ferdinand Soler. Merci Joël. Merci beaucoup. Quand je sortirai de mon corps, comme un papillon, mieux encore, pour m'envoler vers d'autres ciels.